Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan s'est imposé 4-2 sur le terrain d'Empoli et renoue avec la victoire en championnat tout en consolidant sa place de deuxième au classement. Ouverture du score de Kessié d'une frappe à l'entrée de la surface à la 12e minute sur remise en retrait de Giroud. Égalisation de Bayrami d'une belle demi-volée croisée dans le petit filet de Maignan à la 18e. Deuxième but de Kessié du gauche à la 42e. Kessié qui jouait numéro 10 ce soir. But de Florenzi sur coup franc direct à la 63e. But de Théo Hernandez à la 69e dans la surface. Et réduction du score de Pinamonti sur penalty à la 84e suite à une main de Bakayoko. J'accueille ce soir Roland et Aristide, salut à vous. Bonsoir. Roland, après plusieurs déconvenues, le Milan a enfin retrouvé un adversaire à sa hauteur en championnat. Ouais, alors t'es dur, hein, t'es dur quand même, parce que Empoli, c'est pas non plus, c'est pas la folie, mais ça reste intéressant. Mais comme Milan, Euh, ouais, effectivement, mais moi enfin, tu regardes le résultat du match sans avoir vu la rencontre, tu te dis bon, le Milan a dû globalement maîtriser son sujet, voilà. Un penalty en fin de match pour faire croire à Empoli qu'une remontée était possible. Mais en soi, le déroulé de la rencontre est quand même pas super encourageant pour le Milan. Je reprends mon costume de rabat-joie que j'endosse avec fierté depuis plusieurs années maintenant. et nous t'en savons gré. Bah, C'est le sel de j'imagine cette bien. émission. J'imagine, oui, je suis la touche enthousiasme. Je disais, oui, sur le contenu de la rencontre en lui-même, on est sur le niveau des prestations des dernières semaines, hein. Je trouve rien d'encourageant, pas grand-chose de positif. J'ai écouté avec attention votre émission suite à la défaite face au Napoli et on pourrait faire un copier-coller des déclarations qu'on a eues dans Casa Milan suite à ce match-là contre les Napolitains. Euh, je trouve que on est toujours une équipe sans rythme, sans idée, assez fade. Et j'ai l'impression que, je sais pas, alors est-ce que c'est mental, est-ce que c'est physique, mais ça fait plusieurs semaines maintenant, bah, j'ai l'impression que les joueurs sont plus concernés par ce qui se passe. Je veux bien qu'il y ait des absences. Vous avez eu un long débat là-dessus la semaine dernière, enfin ce week-end, donc on va pas y revenir une nouvelle fois. Mais est-ce que les blessures expliquent ce qu'on peut voir sur le terrain comme on l'a encore vu ce soir? Moi, je m'inquiète aussi sur l'état d'esprit de certains joueurs où j'ai l'impression que bon, on est là parce que bah, on est payé pour jouer, pour être sur le terrain, et puis bon, bah, on a 90 minutes à faire notre boulot, donc on fait notre boulot, et puis après on rentre chez nous. C'est vraiment l'image qui est donnée, et ce soir, on a quand même en grande partie souffert, j'ai trouvé, face à l'Empoli, qui est une des belles équipes de la Serie A cette saison, hein, qui a des joueurs intéressants, qui joue un football assez, j'allais dire simpliste, mais c'est pas péjoratif, quelque chose de très simple, mais qui est maîtrisé. Et on l'a vu ce soir où il y a eu des séquences complètes où on n'a pas touché le ballon, où on s'est fait balader. Et le score, je trouve, ne reflète pas la physionomie de la rencontre. Tant mieux pour nous. On gagne et c'était vraiment l'essentiel avant ces quelques jours de vacances. Aristide, on est souvent critique, parfois acerbe, mais en fin de compte, le Milan joue les premiers rôles en championnat sans forcément enchanter les exigeants que nous sommes, mais les faits sont là. Alors après se posera évidemment la question du niveau de la Serie A. Oui, complètement. Après, bon, faut pas quand même oublier effectivement notre saison l'année dernière avec quand même 6 mois sur 9 de beaux jeux et disons jusqu'à cette année, jusqu'à octobre, même novembre, hein, du beau jeu aussi, avec notamment Rebic en début de saison. Après Ibra a pris le relais, c'était pas non plus trop mal. Et c'est vrai que depuis un mois, depuis un mois finalement où c'est très compliqué, j'ai envie de dire depuis le match aller face à Porto, Et on est donc ça date deuxième. d'il y a un mois et demi, et on est deuxième effectivement parce que d'ailleurs la bonne opération de la soirée, c'est que le Napoli a perdu face à la Spezia à domicile en plus, 1-0. Donc on reprend 3 points sur le Napoli, ce qui est finalement, je dirais que justice par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques jours et cet incident avec la VAR. Mais voilà, nous on fait la bonne opération de la soirée. Effectivement, on joue pas bien, on est deuxième. Alors, on était premier il y a encore quelques semaines, mais j'ai envie de dire que, enfin, faut prendre un peu de recul sur nos performances de la saison. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas beau. Tu te dis, on est deuxième, c'est que le championnat est faible. Mais bon, faut pas oublier que pendant les dix Bah, il douze y a ça, premières plus journées, on était l'élimination en très Ligue des bon. Champions, ça fait beaucoup quand même. C'est-à-dire que on est obligé Oui, de bon. constater que certes,
On est deuxième d'un petit championnat, disons les choses, même si enfin, comment dire, il faut relativiser parce qu'on est quand même réaliste, on est quand même obligé de voir que les adversaires sont pas d'un très grand niveau. Mais quand on a vu les performances du Milan en Ligue des Champions, on a bien vu que, comment dire, il y avait un plafond de verre pour le coup. C'est une expression qui est assez souvent utilisée en politique. Bah là, elle est claire. Oui, enfin face à Liverpool qui est une des meilleures équipes du monde, face à l'Atlético qui a l'expérience depuis une vingtaine d'années en Champions League, qui a fait quand même 2 finales en 5-6 ans, donc et Porto qui a éliminé la Juve l'année dernière, qui élimine souvent les gros et qui passe toujours les phases de poule ou presque. Donc c'est vrai qu'après on avait le groupe le plus difficile de Ligue des Champions avec une absence de 10 ans, évidemment que personne n'imaginait, sans remettre en doute la totalité du niveau de la Serie A, personne n'imaginait Milan passer. Mais voilà, non, Je veux pour dire en qu'il y a revenir une à un match. accumulation de contre-performances sur le Oui, dernier mois. C'est ah ça que je oui. mets en évidence parce qu'après j'ai toujours pensé moi que les équipes qui en jouant pas forcément très bien réussissaient à gagner des matchs et donc à assurer les places au classement pouvaient aller loin, hein. Donc c'est peut-être un message d'optimisme paradoxalement pour la Serie A. Oui, c'est vrai. Alors après, oui, après, je pense que ce soir, pour reprendre ce que dit Roland, on est quand même un peu, disons, chanceux parce que c'est vrai qu'on a fait plus ou moins le même match que face au Napoli. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on a converti quasiment toutes les occasions qu'on a eues. Et aujourd'hui, Kessié a mis le ballon entre les jambes du gardien, Kessié a mis 2 buts, le Kessié n'a pas vu son but refusé par la VAR, mais en soi, c'est exactement la même prestation que la défaite il y a quelques jours face au Napoli. Le score de 4-2 est flatteur parce qu'effectivement, pour moi, on s'est fait dominer 70 minutes sur 90. Finalement, nos meilleures minutes, c'est entre le but de Théo à la 69e et le but de Thiemo à la 83e. Il y a peut-être un petit quart d'heure où effectivement on est plus proche du 5-1 que du 4-2 et paradoxalement on se prend le 4-2, mais le reste on s'est fait manger, le score est flatteur. De toute façon le but c'était d'arriver fin décembre avec, vu le nombre de blessés, on va pas en reparler, mais avec en gagnant les matchs coûte que coûte. Sans penser au beau jeu, parce que ça fait quand même, quand tu vois l'effectif, quand tu vois qu'il manque 6 titulaires, c'est-à-dire la moitié de l'équipe, tu vas pas penser au beau jeu. Et voilà, arrivé début janvier avec le retour de Leao, peut-être Rebic et d'autres joueurs. Donc voilà, les 3 points ont été glanés ce soir et c'est bien l'essentiel par rapport à notre condition physique, notre condition peut-être mentale, et je vais en revenir un peu plus tard, et puis notre forme actuelle, plus globalement depuis un mois, oui. Mais plus que le beau jeu, moi ce qui me pose question, c'est ce que font nos concurrents directs. Parce que quand on voit, on perd contre Sassuolo, contre la Fiorentina, on fait un nul à Udinese, on perd contre Naples, et on est toujours deuxième. Donc Roland, là on peut s'interroger sur la qualité aussi de nos adversaires qui luttent également pour la Ligue des Champions au classement. Oui, je suis assez sceptique sur le niveau de la Serie A cette saison. Le problème étant, je pense, je veux pour rebondir sur ce que disait Aristide de manière plus précise, oui, on est deuxième. Et effectivement, je pense que l'objectif n'est pas le Scudetto comme on aurait pu le penser en début de saison, mais l'objectif est le même que l'an passé, le même que la saison d'avant et le même que la saison encore avant, c'est-à-dire être dans les 4 premiers pour la Ligue des Champions. Le fait est que on a été habitué à un niveau d'exigence assez faible pendant plusieurs saisons. Et je m'en rends compte moi-même, je suis revenu très vite à un niveau d'exigence en tant que supporter en voyant le début de saison où on était invaincu et où je me disais, bah, on gagne, y compris des matchs où on joue mal. On a quand même des joueurs intéressants, il y a quelque chose qui se dégage de ce collectif et je me suis dit, bon, on peut commencer à viser un peu mieux que la 4e place. Et là, en fait, ce mois et demi depuis le derby, hein, alors est-ce que c'est à nouveau mon costume de chat noir puisque j'étais sur place pour le derby? Est-ce que depuis ça, j'ai pourri toute l'ambiance à Milan? Je n'ai pas cette prétention, mais ce que je veux dire, c'est que depuis un mois et demi, on est retombé à nouveau très bas, je trouve, et on a un rythme qui est quand même assez affolant. Dimanche soir, on était sur une série de, si je dis pas de bêtises, 8 points en 7 matchs. Ce qui est quand même pas un rythme très élevé pour espérer être dans les 4 premiers à la fin de la saison. Donc oui, le bilan comptable à mi-saison, vous en parlerez de manière plus détaillée dans les jours qui viennent avec le bilan de la mi-saison. D'un point de vue comptable, on est bien. Bah, on est deuxième du championnat. On a gagné des confrontations directes. On a eu des points en tout cas lors de confrontations directes, pardon. Et on est dans les temps de passage pour être dans le top 4 à la fin de la saison. Mais la manière est décevante et moi je persiste à dire que le dernier match de poule de Ligue des Champions contre Liverpool, où on pouvait encore se qualifier hein, contre toute attente, bah, j'ai pas vu une équipe qui était en mesure de se qualifier sur le terrain. Et je ne parle pas d'un point de vue sportif parce qu'on sait l'écart qui existe avec Liverpool, y compris avec l'équipe C de Liverpool.
Mais j'ai pas vu des mecs qui étaient rentrés sur le terrain en se disant, bah, les gars, on peut se qualifier encore ce soir. Et c'est une constante depuis ce match-là où j'ai l'impression que tous nos matchs, on les aborde pas de la bonne façon. Et bien sûr, on a des blessés, bien sûr, notre 11 a des lacunes qu'on connaît malheureusement depuis plusieurs années et qui n'ont pas été comblées par le mercato encore cet été. Mais voilà, il y a j'ai l'impression qu'il y a un peu cette palme générale et ce soir, bah, contre l'Empoli, on s'en sort bien. Au tableau d'affichage, on s'en sort très bien et on prend les 3 points et bah voilà, on va se contenter de ça et on regarde dans le rétro et il y a quand même un petit goût amer sur ce dernier mois et demi de compétition. Aristide, il va y avoir un gros mois de janvier. Je pense qu'il décidera beaucoup de choses pour cette saison, pour les classements en fin de saison, avec notamment un point d'orgue, la confrontation contre la Juve le 23 janvier. Donc Oui. je crois que là, on verra quelle pente le Milan prendra, avec le retour de certains blessés, puisque Calabria et Rebic vont revenir. Donc j'imagine que tu seras satisfait, toi qui, comme nous d'ailleurs, déplore régulièrement l'avalanche de blessures. Comment appréhendes-tu l'après-trêve? Bah, effectivement, retour, enfin, dimanche 23 janvier, Milan-Juve, et dimanche 6 février, derby de la Madonnina. Hein. Donc, c'est vrai qu'en une semaine et demie, finalement, t'as les deux gros qu'on affronte, sans compter la Roma avec la reprise le 6 janvier, Milan-Rome. Donc oui, il y a quelques beaux matchs en janvier. Je t'avoue que bah, ça va être le tournant de la saison en fait. Je pense que ce mois de janvier va être le tournant de la saison. Un peu comme l'année dernière, si tu veux, où je crois que c'était en janvier-février, on avait affronté la Juve, on avait fait un mauvais résultat, et après on a serré les fesses, pardonnez-moi l'expression, jusqu'à la fin de la saison, pour finalement devoir faire un exploit à la Talenta pour pouvoir se qualifier en Ligue des Champions. Et là, je pense que ça va être du même acabit, c'est-à-dire que si en janvier contre la Roma, contre la Juve, et début février contre l'Inter, on fait quelques mauvais résultats, c'est là qu'on va commencer à vraiment regarder la 4-5e place. Et au contraire, si on arrive à récupérer, comme tu dis, les blessés, Calabria, etc., et qu'on enchaîne les bonnes performances là, on va pouvoir peut-être regarder plus haut, peut-être pouvoir rattraper l'Inter, parce que si on gagne face à l'Inter, ça va nous mettre en confiance. Réciproquement, on sait toujours que chaque année, et ça fait des années que ça dure, même une dizaine d'années, dès qu'on perd face à l'Inter, t'as non seulement la défaite, mais aussi les conséquences que ça a, puisqu'après on perd souvent totalement notre football. Dès qu'on perd face à l'Inter, on a un complexe d'infériorité avec ça depuis des années. Et à chaque fois, l'Inter est un tournant de la saison, que ce soit positif, mais surtout négatif. Donc oui, c'est un mois de janvier, pour moi, il va être vraiment décisif, bien plus, et va conditionner la suite du championnat. C'est marrant cette confrontation avec la Juve et l'Inter, comme tu dis, à 10 jours d'intervalle, parce qu'en 96, il y a eu exactement la même chose. Le Milan s'est déplacé à la Juve 0-0 sous des trompes d'eau sur le terrain de la Vieille Dame, au Stadio delle Alpi à l'époque. Et puis quelques jours après, le Milan rencontre à domicile l'Inter, un but partout, ouverture du score de Baggio sur passe de De Sailly, Baggio qui va tromper Pagliuca, qui le dribble, etc. à la 3e minute, je crois, début du match, et Djorkaeff qui égalise sur penalty. Donc c'est l'histoire qui se répète, on verra quelle en sera l'issue. On passe aux récompenses individuelles, donc avec l'homme du match de Roland. Bah, l'homme du match, moi j'ai malheureusement par rapport à la prestation globale à nouveau décevante, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment de gros points Ou un positifs point ce soir. positif si tu en as un peu moins mauvais que les autres. Je vais retenir Maignan pour son bel arrêt alors qu'il y avait encore que 1-1 ou 2-1, je ne sais plus, qui sort un très bel arrêt sur un. 37e minute face à Pinamonti. Ouais, exactement, un oubli de Tomori, enfin un oubli. Tomori qui ne touche pas le ballon, Pinamonti qui le récupère derrière lui, et heureusement que Romagnoli est un peu au marquage près, ça a dû le pousser vers l'extérieur, mais Maignan fait un super arrêt, et je pense que si on se prend un but là, derrière, on plonge définitivement. Donc je vais ressortir le gardien français ce soir, mais voilà, en dehors de ça, à nouveau, comme contre le Napoli, il n'a pas eu excessivement de travail à faire. Ce soir, ben, il l'a bien fait, et c'est l'essentiel, mais en dehors de ça, j'ai pas trouvé de joueur à mettre particulièrement en avant. En parlant de sauvetage, j'ai oublié de signaler le sauvetage de Tonali sur frappe de Pinamonti à la 47e suite à la frappe de Bayrami sur la barre. Oui. Quel est ton point positif si tu en as un ce soir, Aristide? Bah écoute, moi, puisque Roland a parlé de Maignan, moi je vais parler de Caissier, parce que Caissier, c'est quand même deux buts ce soir, à la 12e et à la 42e.
Des buts pas si faciles à mettre que ça non plus, surtout pour le deuxième où il a quand même un peu de réussite, mais faut quand même frapper assez fort sur le gardien pour pouvoir la mettre entre les jambes. Le premier, bah, déjà il la cadre bien et en plus il a aussi la réussite que cette balle ne soit pas contrée. Mais voilà, pour un joueur qui n'a jamais joué à ce poste-là, je trouve effectivement il a pas les réflexes voilà, de se mettre entre les lignes, etc. Mais bon, compte tenu des performances de Diaz, voire de Krunic en 10, quand il est un peu en 10 ou Selmaker, ça dépend, ça tourne un peu à ce poste-là, on sait jamais vraiment. Mais voilà, compte tenu des performances de nos 2-3 joueurs à ce poste habituel, je trouve que Kessié a vraiment pris merveilleusement, je dirais, alors peut-être pas merveilleusement, mais très bien la relève, avec de beaux buts. Et sans Kessié ce soir, on repart du match avec un nul, voire une défaite, parce que finalement, il a converti la plupart des occasions qu'on a eues. Et voilà, donc non, très bon match de Kessié ce soir. Un peu plus dans les stats que dans le jeu, évidemment, mais c'est toujours ça de bon à prendre. Tu peux enchaîner Aristip avec ta bonne surprise, puisque je pense que Roland n'a rien à dire. J'adore. Bah oui, vous me connaissez à force. Hein. Ah, j'adore. Alors au niveau de la bonne surprise, je vais parler de... Excusez-moi. Ah, il faut que ça passe. Non mais Roland Au niveau vient pas souvent, mais enfin quand il est là, c'est toujours haut en couleur. Hein. C'est Ah, un peu comme j'adore. Nico d'ailleurs, il y a des points communs. Vas-y. J'adore la On petite essaye, on réflexion. essaye. La petite On essaye au réflexion moins à de la faire fin, puisque vivre Roland ça. n'a rien à dire, elle est magnifique. Nico qu'on salue et qui reviendra bien entendu en janvier, qui est très occupé en ce moment, mais qui nous rejoindrait très vite. Vas-y Aristip. Du coup, je voulais parler de, tiens, quelqu'un qui revient dans les bonnes surprises ou dans les tops que j'avais pas mis depuis longtemps. Je vais mettre Selmakers, parce que Selmakers, il a été très remuant ce soir. Il n'a pas tout réussi, notamment ses 20 premières minutes, voire 25, qui sont pour moi plutôt ratées avec des centres où il touche vraiment beaucoup trop le ballon. Parfois, c'est vrai enfin, je sais pas ce qu'il fait, il fait une dizaine de touches de balle où il traverse le terrain latéralement alors qu'il peut servir un coéquipier sur la droite, hein, puisque là il était aligné à gauche, mais il peut servir un Tonali ou un Florenzi, et puis voilà, il traverse le terrain latéralement, ce qui n'a pas trop d'utilité, mais voilà, à part ces 20 premières minutes assez énervantes de Selmakers, le reste c'est une belle passe décisive à la 42e justement. Je me demande si c'est pas lui qui fait la passe décisive pour Théo Hernandez à la 69e, je sais pas non plus, je sais pas qui centre, mais je crois que c'est Selmakers, mais voilà, j'ai trouvé très remuant, il fait aussi un beau tir à la 46e. Voilà, bah alors le match n'est pas extraordinaire, Mais hein, mais même quand sa tu rentrée compares... contre Naples était intéressante. Hein. Oui, c'est vrai, sa rentrée contre Naples était intéressante. Et du coup, j'allais y venir quand tu compares justement à chaque fois, que ce soit contre Naples, la personne qui le remplace, c'est-à-dire Messias, ou son homologue, son homologue à droite aujourd'hui qui est Messias. C'est vrai que c'est un peu le jour et la nuit sur ces deux matchs. Hein. Messias a vraiment tout raté, alors que Selmakers a fait de bonnes choses, a été remuant et a proposé quelque chose. Donc, bon match du Belge ce soir. Je pense que la pseudo-concurrence avec Messias lui a fait du bien parce que c'est vrai que depuis que Messias est aligné ce match face à l'Atlético Madrid, je trouve le Belge un peu plus concerné, il veut un peu plus faire et c'est de bon augure dans cette petite concurrence. À noter que Maldini, comme je l'avais prédit, a totalement disparu de la situation. Et c'est bien triste. Nous passons à la rubrique préférée de Roland, la déception du match. Alors, je vais avoir plusieurs volets, mais je vais suivre Aristide puisqu'il m'a fait une très belle transition en parlant de Messias, que j'ai trouvé effectivement très brouillon et surtout pas du tout dans le rythme. J'ai trouvé qu'il n'allait pas dans le sens du jeu. Euh, quand il fallait garder le ballon, il envoyait devant un peu au casse-pipe, que ce soit Giroud ou alors Kessié. Quand il devait essayer de jouer en une touche, il gardait beaucoup le ballon pour aller sur le côté droit et puis après revenir sur son pied gauche. C'est peut-être un problème que rencontrent les gauchers, je sais pas, cette tendance à vouloir toujours revenir à l'intérieur sur le pied gauche comme ça. Mais j'ai trouvé vraiment pas du tout dans l'esprit du jeu du Milan, si on peut dire ça comme ça, parce que ce soir il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas quelque chose de collectif qui ressortait de ce Milan-là en tout cas. Mais lui, je l'ai pas trouvé du tout bien abriqué dans le 11 en fait. Et c'est pas la première fois que bon, on le voit beaucoup plus hein, depuis son but contre l'Atlético à Madrid évidemment, parce qu'il est enfin en forme physique pour pouvoir enchaîner les matchs, ce qui est quand même un exploit en comparaison avec son début de saison. Mais j'ai du mal à cerner ce joueur et finalement, on l'aurait vu dans l'équipe en face, c'est-à-dire l'Empoli, que ce serait pas étonnant en fait. Et malheureusement, je pense que
Est-ce qu'on peut dire que c'est une erreur de casting? Peut-être pas, mais moi je vois pas ce qu'il peut nous apporter ce joueur-là et c'est pas un miracle qu'un joueur de son âge ait atteint le sommet de sa carrière avec Crotone et la saison dernière en Serie A. Donc voilà, je pense que la belle histoire que je soulignais la dernière fois que j'avais fait l'émission, je crois que c'était après Sassuolo, bah, la belle histoire, elle a quand même ses limites. Et Messias le montre régulièrement ces temps-ci. Autre joueur que j'aurais pu citer, c'est pas forcément une déception, mais c'est plutôt Benasser que je trouve inquiétant. C'est un joueur que j'adore et qui joue en plus ce soir contre son ancien club. Mais depuis, ça va faire maintenant 1 an, on se pose la question de savoir quand est-ce qu'il va retrouver son vrai niveau sur la durée. Cette saison, son seul vrai bon match où on avait l'impression de voir le vrai bon Benasser, c'était contre l'Atlético, justement, au match aller. Mais depuis, il n'y a pas eu grand-chose et je trouve que ça m'inquiète parce que il était important pour le Milan. Là, il va partir en janvier avec l'Algérie pour la CAN. Et finalement, qu'il soit plus titulaire, parce que quand Kessié est aligné à son poste, c'est quand même plus régulièrement avec Tonali qu'avec Benasser. Bah, il est plus titulaire indiscutable et je trouve ça dommage parce que c'est un joueur sur lequel on doit et on devrait pouvoir compter. Et je parlerai pas d'une involution, mais presque en fait. Et je trouve ça inquiétant. Et ce soir encore, je l'ai trouvé assez fade et sans relief malheureusement. Après Tonali, qui marque peut-être un peu le pas depuis un ou deux matchs, je vais quand même rappeler qu'il était MVP septembre et novembre, et qu'il y a un mois, il était encore premier au Pagelle de la Gazzetta, c'est-à-dire meilleur joueur du championnat. Il est peut-être encore d'ailleurs, j'ai pas vérifié, hein, ou alors il est dans les premiers, mais c'est quand même de la part de Tonali une grosse progression. Donc le statut de Bien remplaçant sûr, de Benasser n'est pas totalement anormal. bien sûr. Mais le statut actuel de Benasser va aussi est lié bien sûr au fait que Tonali a explosé cette saison, ou tout du moins jusqu'à il y a un mois et demi. Mais le Benasser marque le pas depuis presque 1 an maintenant. Donc oui, bien sûr, tu me connais, c'est pas moi qui vais dire que Tonali a mal fait. Tonali a très bien fait, a beaucoup progressé et sa place aujourd'hui, il ne la doit qu'à lui. Mais Benasser n'a rien fait pour être finalement en concurrence avec Tonali ces derniers temps et c'est ça qui m'inquiète malheureusement. Ouais, je te comprends sur ce point. En parlant de Tonali, j'étais surpris qu'il tire pas les coups francs. Je pensais que ce rôle lui était dévolu. Finalement, on a eu droit à des coups francs de. Enfin, Florenzi évidemment très bien, bravo. Mais Théo Hernandez un peu moins bien. Aristi. Bah, au niveau des flops, difficile de rajouter quoi que ce soit. Roland a parlé des deux joueurs auxquels je voulais parler. Donc Messias, très faible techniquement. Pour moi, c'est le pire homme du match dans la prestation générale, j'ai envie de dire. Et puis c'est vrai que je voulais parler Benasser. J'en parle souvent de Benasser. Ça peut paraître... on peut dire que ça peut être un focus, mais je pense pas. Moi, ça fait 1 an que j'en parle, Benasser, malheureusement plus en négatif qu'en positif. Oui, voilà, bah, pour reprendre ce que dit Roland, moi je le reconnais pas depuis 1 an, j'en parle beaucoup dans Casa Milan. Prestation fade sans relief, effectivement, et plus inquiétant que ça, moi je trouve qu'il récupère plus de ballons. Ça fait longtemps déjà, hein, mais avant il récupérait énormément de ballons, et même offensivement, il faisait toujours une double accélération qui passait son vis-à-vis. Là, il y a vraiment plus rien, je le trouve tout le temps en fait un demi-temps en retard, il est tout le temps derrière le milieu adverse, il est toujours en train de courir derrière le milieu avec le ballon devant, et je trouve tout le temps en retard, donc oui, ça m'inquiète, je commence à me poser des questions, j'espère qu'il retrouvera son niveau, parce que finalement, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'il est chez nous. Il a fait une superbe année, et puis une année un peu moins bien avec les blessures, donc là c'est sa 3e, je crois. Et donc voilà, finalement, il y a autant de positifs que de moyens avec Benasser, et voilà, j'espère que ça va enfin cesser pour retrouver enfin l'Algérien à son meilleur niveau. Alors j'ai parlé du coup franc de Florenzi à l'instant, mais j'ai oublié de remercier le gardien Vicario qui nous a bien aidé sur le placement de son mur notamment, sur sa prestation globale aussi, parce qu'il nous a aidé sur ce but, mais aussi sur le deuxième but de Kessie en laissant passer le ballon entre ses jambes. C'est vrai que ce gardien-là peut être blâmé du côté d'Empoli, hein, la défaite lui est imputable également. On passe aux mentions particulières si vous souhaitez parler d'un joueur que vous n'avez pas encore cité. Roland. Bah, tu parlais du coup franc de Florenzi et du placement du gardien. On va aussi saluer le coup de main de notre ancien Patrick Coutronnet qui était dans le mur et qui s'est, je crois, bien écarté et bien retourné quand le ballon est arrivé. Et je pense que ça a dû aider
le ballon a rentré dans les cages sur le coup franc de Florenzi. À côté de ça, dans le même registre par rapport à Bennacer, autre joueur dont je voulais parler et qui m'inquiète un peu d'une certaine façon, c'est Diaz. Son entrée ce soir m'a fait regretter Kessié au poste de numéro 10. Parce que Diaz, c'est pareil, il est dans la lignée de ses dernières sorties de ces dernières semaines. Toujours avec le ballon collé au pied, mais pour ne rien en faire, pour s'enfermer, pour garder la tête baissée, les yeux fixés sur son ballon, justement. Je trouve ça à nouveau inquiétant et ça illustre toutes les craintes que j'avais cet été. J'étais le premier à sabrer le champagne en voyant Çalhanoğlu partir, bien évidemment. J'étais satisfait de voir Diaz rester, bon, alors sous la forme d'un prêt de 2 ans, pourquoi pas. Mais je répétais qu'il fallait que Diaz reste, c'était bien, mais qu'il fallait toujours trouver le titulaire du poste de meneur de jeu, parce qu'on peut pas jouer dans un 4-2-3-1 sans un véritable meneur de jeu. Diaz a fait un premier mois de compétition intéressant, et depuis, c'est de plus en plus poussif, et on n'a personne pour le remplacer. Parce que je pense qu'on peut pas partir pour jouer le top 4 du championnat italien, aussi faible soit-il, avec un titulaire comme... Non, alors non. Non, c'est pas... J'ai touché la corde sensible. Certainement pas, tu vas pas me lancer là-dessus, tu me connais. Tout le monde est en train de nous expliquer que le Milan regrette Çalhanoğlu parce qu'il est sur un nuage depuis le derby, justement. Mais bon, ça, on a l'habitude avec lui. On va pas le représenter. On se l'est farci pendant 4 ans avec ces périodes de 1 mois et demi, 2 mois où il touchait plus terre. Et puis tout le reste de l'année, on faisait en sorte de pas regarder pour ne pas vomir. Et ça rappelle Souzo, Diaz précisément. Je reviens sur Diaz parce que exactement. Ça, ce sont des intermittents du spectacle et Souzo était coutumier du fait. On l'a oublié, mais c'était pareil. Exactement. Et c'est une réflexion que je me suis faite ce soir devant le match, en voyant Diaz tricoter, en plus avec son gabarit relativement petit, je me suis dit, putain, on dirait Souzo. On dirait Souzo qui est revenu de Séville pour garder le ballon, ralentir le jeu et perdre le contrôle à tout moment. Et voilà, ça m'a encore inquiété ce soir. Et son entrée, bon, pour une fois, Pioli a fait le choix de ne pas le mettre titulaire. Et pour une fois, moi qui fustigeais le fait que Pioli ne faisait pas de choix, j'étais content pour une fois. Et quand il est rentré, Diaz, je me suis dit, ah ouais, c'est comme s'il avait été titulaire, c'est exactement pareil, il apporte rien, il a pas... Bon, il a peut-être pas été aidé par le contexte et le peu de minutes qu'il a eu, mais voilà, assez dubitatif sur son entrée et globalement sur ces dernières semaines. Et lui aussi, j'espère qu'il va se reprendre parce que pour le coup, lui, croisons les doigts, il n'est pas blessé. Il n'a jamais été trop blessé, mais il a eu le Covid à l'automne. Et on va avoir besoin de lui parce que de toute façon, on n'a personne d'autre. Et je pense pas que ce soit au mercato hivernal qu'on ait quelqu'un qui arrive sur ce poste-là. Bah si, il y a Maldini, mais il a plus le droit de jouer. Donc malheureusement, effectivement, c'est ainsi. Aristide. Du coup, dans les autres joueurs, je voulais parler rapidement de Bakayoko, que j'ai trouvé dangereux pour nous-mêmes. Enfin. Thiemoué. Ah, Thiemoué, mon ami Thiemoué. Non, mais c'est terrible parce que quand tu vois le nombre de minutes qu'il joue, à chaque fois, il y a une bourde, quoi. Il y a 4-1 à la base, il rentre à la 80, non, à la 63e, pardon, donc il reste une trentaine de minutes, et puis il arrive t'arrives à avoir des sueurs froides parce que tu mènes de 3 buts, t'as 3 buts d'avance, et puis voilà, et puis il y a un penalty bêtement concédé au bout de quelques minutes de jeu, alors qu'on n'est pas du tout en danger, alors qu'on est dans notre meilleure phase, puisque je parlais de notre meilleure phase après le but de Théo à la 69e. Et voilà, mais c'est tout le temps le cas, en fait. Le problème, c'est que c'est récurrent. C'est soit il est titulaire, il prend un jaune bête et à 2 doigts de se faire exclure après, il doit sortir à la 45e, ça fait un changement en moins et des sueurs froides. Soit il rentre, il fait une mauvaise entrée, ou même s'il fait une entrée tout à fait correcte, il arrive à se prendre un jaune, à provoquer un penalty, mais il y a toujours quelque chose, quoi. Il y a toujours quelque chose à redire, et ça m'inquiète parce qu'en janvier, il y a la CAN, donc il n'y aura plus Bennacer, il n'y aura plus Kessié, et Bakayoko aura encore plus de temps de jeu, donc voilà, ça m'inquiète vraiment. Et enfin, je voulais juste parler, parce qu'on n'en a pas encore parlé, de Théo Hernandez. Alors Théo Hernandez, il a marqué, il a fait des bonnes choses, il a aussi fait pas mal de mauvaises choses, mais moi, ce que je voulais souligner ce soir, c'est son attitude
son attitude que je trouve de plus en plus désinvolte. Alors pas que sur la célébration du but, hein. Tu vas faire plaisir à Roland parce qu'il nous le dit depuis 2 ans, ça. Ouais, Oui, c'est tout à vrai, mais fait. je trouvais que la Grinta prenait le pas avant sur le reste. Cependant, là, je trouve que les retours défensifs, il y en a de moins en moins. C'est à la 15e minute, là où il perd la balle après s'être retourné 2, 3, 4 Voilà, fois. ouais. Et il perd la balle bêtement, Pioli enrage, mais c'est pas la première fois qu'il nous fait ça cette saison, ça fait plusieurs fois, et souvent ça termine par un but. Là, Dieu merci, non. Mais même là, le but qu'il met à 69e, t'as presque envie de t'excuser de l'avoir dérangé, quoi. Parce que je sais pas. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec Pioli? Est-ce que parce que je sais qu'il a été malade, etc. Il devait jouer la semaine dernière, enfin contre Napoli, finalement il a pas pu. Pioli a préféré le laisser en repos. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est certainement passé quelque chose ces dernières semaines parce que son attitude a radicalement changé en quelques jours, en quelques semaines, que ce soit dans son attitude avec le ballon, mais aussi son attitude sans le ballon et même lors de la célébration des buts. Donc voilà, je me pose clairement des questions et ça m'inquiète aussi pour la suite de la saison. À quelques jours de Noël, je suis curieux de connaître le mot de la fin de Roland. Bah écoutez, moi mon mot de la fin, ça va surtout être pour rappeler l'émission de mi-saison qu'on a l'habitude de faire pendant les fêtes. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire, et notamment sur le mercato et sur les blessures. Les blessures, ça devient quand même proprement scandaleux d'en être à ce niveau-là. Je peux bien que Ibrahimovic ait 40 ans et de toute façon, je pense pas qu'on puisse être un club sérieux et s'appuyer sur un joueur de 40 ans aussi formidable soit-il pour mener son attaque. Mais quand ce mec-là revient, il enchaîne un match sur le banc, après il joue 20 minutes, le match d'après il est titulaire et une fois ce match terminé, on apprend qu'il est à nouveau blessé. Pour un Enfin, salaire hallucinant. oui, oui, bien sûr, parce qu'il y a cet aspect-là aussi. Donc, il faut faire quelque chose, il faut que le club réagisse de ce point de vue-là. Si je ne dis pas de bêtises, la semaine dernière, Radio Rossonera, qui est un média italien sur le Milan, a sorti des stats assez ahurissantes sur les blessures. Si je ne dis pas de bêtises, sur les 2 dernières années, donc ils se sont intéressés aux blessures musculaires et maladies, etc., diverses et variées, absence pour opération, etc., en Serie A sur les 2 dernières saisons, pour tous les clubs. Et si je ne dis pas de bêtises, en cumulé, côté Milan, il y a eu 377 matchs manqués par des blessés, hein, en cumulé bien sûr. Et le deuxième au classement est à 100 matchs de différence, à 100 matchs de moins. Et je crois que c'était le Napoli qui a eu, où sur ces 2 dernières saisons, il y a eu 217 matchs manqués pour ces joueurs blessés. Nous, on en a 100 de plus. Enfin, c'est quand même ahurissant. Et il y a quelque chose à faire parce que je veux bien qu'il y ait eu les cas Pato par le passé, enfin des joueurs avec des faiblesses chroniques. Malheureusement, ça peut arriver, hein, on l'a bien vu. Je pense aussi à un mec comme Giuseppe Rossi, dont j'ai vu une interview il y a quelques semaines, je crois, sur la Gazzetta. Et on a eu Des joueurs, Savicevic dans les années 90 qui était tout le temps blessé, qui a un record de blessures hallucinant. même chose, ou alors même Redondo dans les années 2000. Mais voilà, les joueurs comme ça arrive malheureusement. Mais là, enfin, c'est quand même prodigieux qu'on ait autant de blessés à chaque fois sur des petites blessures musculaires. Je vous rappelle tout de même que quand Leao est sorti à la mi-temps de je ne sais plus quel match, le dernier match qu'il a joué, Ouais, Pioli dit dans l'après-match, oui, on l'a sorti par précaution parce qu'il c'est avait un vrai. petit coup, mais il sera là pour le prochain match. Et ça fait un mois. C'est vrai. Ça fait un mois et on nous disait oui la semaine prochaine, oui la semaine prochaine, oui la semaine prochaine. Et maintenant on nous dit oui après la trêve. Rebic, c'est pareil. Rebic, alors je suis pas médecin. C'est pas ce que j'essaie de dire. J'ai aucune formation là-dessus. Je demande pas à ce que le club partage les dossiers médicaux de tous les joueurs et la presse puisse éplucher ça et faire ses propres C'est bilans. pourtant l'air du temps, hein. Ah oui, oui, bah ça, oui, bien sûr. Ça, c'est un autre débat qu'on n'aura très probablement pas ici, mais c'est pas l'heure ni le lieu. Mais il y a quand même un souci qui est monstrueux. Le Rebic, ça fait combien de temps qu'il est absent? Et combien de temps qu'on nous dit, bon, il sera là dans 2 semaines, il sera là dans 2 semaines, il sera là dans 2 semaines. Giroud, c'est pareil. Giroud, c'est un mec qui a toujours été très peu blessé. Je m'étais amusé à regarder l'historique de ces saisons précédentes.
à part la saison dernière avec Chelsea, je crois, où il doit rater un mois et demi de compétition, je ne sais plus pour quel type de blessure, il n'a jamais eu autant de blessures que depuis qu'il est au Milan. Il y a quand même un souci à ce niveau-là, et ça fait quand même bien 2 ans, 3 ans qu'on est là-dessus. Alors certes, il y a eu Covid, et le protocole qui fait que les joueurs ne peuvent pas participer aux matchs, aux entraînements, etc. Donc ça retarde d'autant plus leur remise en forme. Mais même en dehors du Covid, il y a quand même un pourcentage de blessures musculaires qui sont soi-disant des petites lésions qui s'avèrent finalement des absences à chaque fois de minimum 2 mois. Donc j'espère que, outre le mercato, le club va agir là-dessus parce qu'on ne peut pas viser potentiellement le titre, au moins les 4 premières places, en ayant à chaque fois 4 à 5 absents, 4 à 5 titulaires absents. Enfin, il n'y a quand même aucune autre équipe où c'est le cas. Et à contrario, l'Inter a peut-être pour le moment de la chance, je ne sais pas, et n'a quasiment aucun absent parmi ses titulaires, et même déjà que globalement son effectif est plus intéressant, bah eux, ils n'ont jamais de blessés. Donc on peut quand même on peut pas lutter sportivement, on peut pas lutter économiquement, et si en plus on peut pas lutter, je dirais sanitairement ou physiquement, bah on va aller nulle part. Donc c'est vraiment un sujet qui m'inquiète, et j'espère que le club va prendre ce problème-là à bras le corps, parce que c'est quand même scandaleux pour un club de ce niveau-là. Vous faites des passes décisives, décidément. Tout à l'heure, c'était Aristide sur Théo Hernandez et là, Roland qui parle du sujet favori d'Aristide, les blessures. Alors, Aristide, peux-tu réagir à cela ou parler d'autre chose? Non, je vais parler un peu d'autres choses comme la trêve qui arrive. Effectivement, je vais parler d'un point de vue un peu plus personnel. Moi, je suis pour la première fois depuis de nombreuses années, en fait, souvent je suis déçu parce que moi, voilà, je suis un grand passionné de football en général, de sport, mais voilà, je suis souvent triste un peu fin décembre parce que voilà, je sais que pendant 15 jours ou une petite quinzaine de jours, je vais pas avoir de foot. Mais là, c'est la première année où je suis vraiment soulagé. Je suis soulagé parce que je vous avoue que j'en peux plus de voir le Milan avec ce jeu-là, avec ses blessés, comme a dit Roland, etc., avec ce jeu. Toujours avoir peur qu'il y ait de nouveaux blessés ou de prendre une fessée par un club comme la Fiorentina ou Sassuolo. Et je vous Et avoue que attends la pause l'Italie en arrive à. mars. Attends l'Italie en mars, tu vas Voilà, voir, ça va être autre mais chose justement, encore. c'est pour ça que j'allais y venir. Et justement, je pense que ça a commencé en fait, mon petit ras-le-bol là a commencé depuis ce match face à l'Irlande du Nord et l'Italie. Je pense que j'ai pris, donc c'était il y a un mois, c'était le 15 novembre, j'ai pris un petit coup sur la tête, sachant que j'en avais pris un juste avant, le 12, quand j'ai vu Italie-Suisse au Stadio Olimpico. Mais je vous avoue que ouais, je pense que ça, on peut expliquer, parce que Milan, c'est pas la première fois depuis une dizaine ou une quinzaine d'années qu'on est en difficulté en décembre. Parfois, on était déjà largué, on était déjà 10e du championnat. Mais c'est vrai que je pense que la squadra Azzurra y est pour beaucoup dans ma fatigue du football en général. Donc moi, grand supporter de la squadra, je vous avoue que j'ai pris un petit coup sur la tête en novembre et Milan ne m'a pas, disons, ne m'a pas réveillé, ne m'a pas enthousiasmé en décembre. Donc là, je suis bien content de faire une petite pause de football en attendant de retrouver le Milan en janvier et surtout, comme tu le dis, la squadra en mars. Mais là, je suis guère plus optimiste non plus. Réaction de Roland. Ouais, sur l'atmosphère autour du foot, hein, je partage l'avis d'Aristide. C'est vrai que je pense que les vacances vont faire du bien pour se préparer déjà à ces barrages du mois de mars qui me font déjà faire des cauchemars en tant Pareil. que supporter de la nationale. Mais aussi dans un autre registre, bon, j'habite en région parisienne et vendredi dernier, je me suis dit je vais aller me voir un petit match de Coupe de France entre le PFC et l'Olympique Lyonnais au stade Ah Charletti. oui, oh j'ai vu, oh là là. Oh t'as pas dû Et rigoler là. je me suis retrouvé là-bas dedans et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Qu- Quelle est la démarche de se pointer dans un stade et faire chier le monde comme ça? Parce que c'est littéralement les choses telles qu'elles se sont passées, hein. C'est faire chier le monde, il n'y a pas d'autre nom, on ne peut pas appeler ça autrement. Je trouve ça déplorable. J'ai par le passé vécu à Lyon, j'ai été souvent en virage à Lyon avec des amis lyonnais, etc. Il n'y a jamais eu aucun souci. J'ai été déjà au stade Charletti pour voir le Paris FC, notamment une fois en parquage visiteur lors d'un match de Ligue 2 avec le RC Lens. J'ai un ami lensois qui m'avait fait rentrer en parquage. Donc en plus, vivre la ferveur d'un match du RC Lens avec les supporters lensois, c'est quelque chose que je recommanderais à tout le monde. Et il y avait déjà eu des soucis avec
avec des mecs qui venaient de l'extérieur, en l'occurrence des affiliés du Virage Auteuil qui avaient attendu les Lensois à la sortie, qui s'en étaient pris à un mec qui rentrait chez lui tout seul avec son écharpe autour du cou pour lui piquer sa bâche. Enfin, quelle est la démarche de ces mecs-là? Alors moi, je suis quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à tout ce qui se passe dans les virages, à la vie des virages, etc. Et j'aurais bien aimé que Nico soit là pour en parler, parce que lui, on sait tous les déplacements qu'il fait pour voir le Milan. Je crois qu'il y était le week-end dernier d'ailleurs pour Naples. Hein. Oui, il me semble bien, effectivement. Moi, je suis quelqu'un qui est très passionné par les tribunes et j'adore aller au stade parce que déjà, je trouve que le match, on le comprend mieux et en plus, on peut aussi regarder les tribunes et c'est aussi intéressant parfois que ce qui se passe sur le terrain. Oui, mais tu sais ce qu'ils Parfois ont plus fait, le intéressant, plan mais Le Prou au Parc des Princes pour éviter les casseurs notamment, pour que les familles puissent revenir au stade. Et en Angleterre, ils l'avaient fait précédemment en augmentant le prix des places et en privant les hooligans de stade, parce qu'il y avait des violences invraisemblables provoquées par les mêmes, quoi, tu vois. Donc ce qui est malheureux, c'est qu'en fait, tu es obligé finalement de faire une sélection par classe sociale pour avoir dans le stade des gens qui foutent pas le bordel. Du coup, il y a des gens qui sont pas forcément riches, mais qui eux ne mettent pas le bazar et qui sont exclus. Donc je ne sais pas quelle est la solution à ce problème. bien sûr, mais ce que je déplore, c'est quand même que déjà, d'un point de vue organisationnel, ce match c'était mal barré parce que j'ai eu une fouille à l'entrée. J'ai jamais vu ça. Enfin, j'aurais pu rentrer Avec ou avec sans une gants en arme. latex? Ah d'accord, non, c'est le contraire, ok. Non, j'aurais pu rentrer avec une arme à feu, peu importe quoi que ce soit. Euh, Ça passait, il n'y avait aucun souci. Les fouilles, c'était un scandale. Et donc, qu'on apprenne qu'il y ait des soi-disant supporters du PSG, de mouvements un peu extrémistes ou que sais-je, qui sont venus à ce match-là juste pour le plaisir d'aller taper sur des Lyonnais et qu'à côté de ça, il y ait des mecs, des débiles finis de supporters de l'Olympique Lyonnais qui se mettent après à balancer des fumigènes sur des familles, etc. Enfin, quelle est la démarche de ces gens-là? Laisser les gens tranquilles, profiter des matchs. Je veux bien qu'il y ait des rivalités avec les supporters. J'étais au derby de Milan début novembre. Je me suis retrouvé dans le métro avec des mecs supporters de l'Inter. Il n'y a pas eu de souci. Ça ne m'a pas empêché d'insulter la mère de Çalhanoğlu lorsqu'il a marqué son penalty. Ça fait pas de moi quelqu'un d'intelligent. Je le reconnais bien volontiers, mais ça reste dans le stade. Je vais pas croiser un interiste ou Çalhanoğlu après le match. Je vais pas aller les insulter ou m'en prendre à eux. Enfin, ça n'a aucun sens. Et là, il y a des gens qui sont quand même dans cette démarche-là de venir au stade pour emmerder le monde. J'étais avec un ami supporter de l'OL à ce match-là. Devant nous, on avait une famille, papa, maman, les deux gamins qui ont, je sais pas, 6, 7, 8 ans. Et finalement, ces gens-là, bah, ils sont partis tout de suite quand ils ont vu les mouvements de foule parce qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je viens avec mes gamins voir un match, c'est le début des vacances, c'est vendredi soir, c'est la Coupe de France, en plus un match à élimination, il y a un jeu, etc. Et on se retrouve dans ce contexte-là. Bah, comme Aristide, peut-être pas exactement pour les mêmes raisons, mais ouais, le foot là, ça me fait chier. Et finalement, la pause arrive à point nommé parce que, en plus, j'ai même plus le plaisir de voir les matchs du Milan qui sont assez poussifs en ce moment. Voilà. Bon, j'arrête sur ce sujet-là, mais c'était effectivement pour faire écho à ce que disait Aristide précédemment sur cette pause qui arrive à À point point nommé nommé. pour tout le monde, que ce soit pour nous supporters comme pour le Milan qui, espérons-le, va récupérer quelques joueurs. C'est Bon, clair. on va bien évidemment souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année à toute la famille Çalhanoğlu, la mère y compris. On se Bien retrouve sûr, nous, on se bien retrouve sûr. nous dans quelques jours pour le traditionnel bilan de mi-saison que Roland a annoncé. Nous prévoyons initialement début janvier, mais il semblerait que ça puisse se faire d'ici Noël, donc elle devrait être en ligne ce vendredi si tout va bien. Voilà. Bonne soirée à tous. Salut. Ciao. Salut, ciao.